On note le mot rien, ça devient, c'est déjà quelque chose. Ça reprend un peu le sketch que j'ai cité ici de Voss. Euh, un rien, c'est déjà quelque chose. Deux fois rien, c'est également quelque chose. Donc, en dehors du fait que c'est l'objet de l'écriture, euh, ce qui dérange, parce que si c'est l'objet de l'écriture, c'est déjà pas mal, c'est bien. Mais ce qui dérange, c'est le fait que ça ne reste pas seulement objet de l'écriture. Ça reste, quand je prends un mot, ce n'est plus uniquement sa place dans la phrase qui compte, mais c'est sa place dans la société. Je donne un exemple. Il y a une nouvelle qui Oui, est, c'est une nouvelle voilà, qui repose sur le malentendu, effectivement. exactement, exactement, mais rien que le mot fellation, indépendamment de sa place dans le contexte ici, tiqué pas mal de personnes que je connais. Voilà, rien que le fait de le voir, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi ceci, etc. C'est pour ça d'ailleurs, je n'avais pas commenté, vous avez cité tout à l'heure le cas de Duras qui écrit sur des objets qui peuvent paraître anodins, etc. Et ça, effectivement, ça, c'est une tentative de se rapprocher de ce rien, ou bien d'aller vers ce qui est considéré comme l'insignifiant. Et ça a été fait par Proust à la recherche du temps perdu. Ça a été fait dans le cadre de la poésie de manière magistrale par Francis Ponge dans son recueil Le parti pris des choses. Et dans le parti pris des choses de Francis Ponge, porte, il parle du pain, il parle du poignet de la porte, des choses, mais de façon à en extraire, à en dégager une poéticité qui est formidable. Et ce qui fait qu'à partir de presque rien, c'est pas rien, mais presque rien, on peut dégager une poésie qui a sa force, qui a une certaine force, et un texte littéraire également qui se tient sans bien sûr le faire adosser à de grands événements tels qu'on voit que beaucoup de ceux qui écrivent essaient de le faire. Par exemple, des questions qui sont en réalité des questions de société ou qui sont des questions politiques, mais on essaie de les intégrer à la littérature en croyant que ça va faire de la grande littérature, comme la question de l'intégrisme, comme la question des guerres, etc. Donc, qui ont fait bien sûr couler beaucoup d'encre. Les guerres, par exemple, on a beaucoup écrit, on a écrit beaucoup de romans sur les guerres, mais ça ne veut pas dire que les guerres les plus catastrophiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité, je pense notamment à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, et il y a des centaines, je dirais même des milliers de romans qui ont été consacrés aux guerres, mais ils ne sont pas tous intéressants, ces romans. Parce qu'il y a ce malentendu, il y a le fait de croire que quand j'écris à propos d'un événement grandiose, mon roman sera intéressant, ou bien mon texte sera intéressant. Non, pas forcément. Voilà. Mais par contre, bien sûr, il y a eu d'excellents romans sur la guerre. D'accord. Une autre question. Il y a un abonné qui se demande comment peut-on écrire sans avoir pensé à un événement? Est-ce que l'écriture est une inspiration venant du rien et qui donne sens à ce qu'on écrit? Euh, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le redire encore. En général, quand on me sort le mot inspiration, c'est-à-dire que l'écriture, ça vient de rien, etc. Non, l'écriture,
c'est beaucoup plus de la transpiration que de l'inspiration. Donc, ça veut dire qu'il faut s'asseoir, écrire, réécrire, travailler, déchirer des feuilles, rejeter un texte, creuser les minages, parfois faire de la recherche aussi. L'écriture, il y a une part de la recherche également. Quand on travaille sur un sujet, quand j'ai travaillé sur pour écrire Nom d'un chien, ça m'a pris énormément de temps pour découvrir cet univers. Pas pour faire vrai, pas pour décrire les chiens, pas pour décrire l'univers canin, mais tout simplement d'avoir accès à cet univers, de tenter de saisir quelque chose qui échappe parfois. Donc, et puis, est-ce qu'il faut écrire autour d'un sujet? Je ne sais pas si c'est possible. C'est possible, c'est-à-dire ça reste une possibilité, mais hum, je pencherai plutôt euh, à l'écriture autour d'une idée, Pas un pas événement. un événement, mais une idée et la creuser, c'est-à-dire de façon à essayer de s'imprégner de l'idée, de la développer, de voir ce qu'on pourrait en tirer de soi-disant d'intéressant comme texte, comme ensemble de mots, de phrases, comme structure également, parce que c'est ça, c'est pas l'idée qui est importante dans un texte de fiction, un texte littéraire en général, ce n'est pas l'idée, mais c'est plutôt la structure, l'agencement, les mots employés, la longueur des phrases, les petites virgules, etc. Tout ça, c'est ce qui fait le charme de la littérature et son importance. Et après, bien sûr, je ne dis pas que c'est complètement déconnecté de la réalité, parce que j'ai souvent remarqué qu'un peut nous sensibiliser à un fait social ou à un fait politique ou à une idée philosophique, parfois beaucoup plus qu'un documentaire, beaucoup plus qu'un essai. Pourquoi? Pour la simple raison que dans le texte littéraire arrive à pénétrer des endroits qui sont enfuis dans la personnalité, cachés dans la sensibilité, etc. Et par conséquent, non pas, il arrive peut-être à nous sensibiliser beaucoup plus qu'un essai ou qu'un documentaire parce qu'il touche la profondeur de l'âme humaine, surtout quand on baisse la garde. On n'est pas là, quand on lit un roman, on n'est pas en train de faire attention aux idées, de suivre un enchaînement, on est happé par l'univers romanesque, par l'histoire, par le rythme des phrases, et donc on est facilement en communion avec l'univers du romancier. Ben, ce que vous venez de dire nous renvoie à la question de Zarwali Mohamed qui se demande dans quelle mesure le romancier et le nouvelliste que vous êtes pourrait-il étouffer le critique qui vous êtes? Comment faites-vous pour coexister cette double pulsion? Alors, à vrai dire, la critique, j'ai pas fait beaucoup de critiques. Et d'ailleurs, j'ai deux livres qui relèvent de la critique. C'est l'ouvrage issu de ma thèse de doctorat et qui a été consacré à Mohamed Khairdine, le livre publié en 2007 qui s'intitule Les voix de Ouais. Khairdine, et par la suite un travail sur les textes des autres, un travail sur le roman des autres, et qui n'est plus déjà, qui ne ressemble déjà plus à l'écriture ou à la critique ou à l'étude universitaire, et qui est l'ouvrage publié en 2011 et s'intitule Au fil des livres.
D'accord? Donc, à partir d'un moment, j'ai plutôt viré vers la fiction. Mais la question de Si Mohamed Zarouali, que je salue d'ailleurs, euh, est intéressante parce que c'est quelque chose quand même qui pourrait être un handicap. Le fait de connaître les mécanismes de l'écriture, de travailler avec les étudiants sur l'analyse de texte, etc., peut nous amener à perdre un petit peu une certaine spontanéité dans l'écriture. Donc, j'essaie effectivement d'être conscient de cela et de prendre le meilleur de cette situation, du fait que je suis professeur de littérature et donc je connais un certain nombre de textes littéraires et que je décortique avec mes étudiants. Et par conséquent, ceci peut me permettre de ne pas tomber dans une certaine littérature, mais plutôt à tenter disons, des nouvelles, même si on n'y arrive pas souvent, mais c'est déjà pas mal de tenter d'innover, de faire un texte qui pourrait se défendre et qui pourrait en même temps se démarquer de certains textes fréquents qu'on voit souvent. Par exemple, si je peux donner euh, l'exemple de mon dernier roman, Testament d'un livre, là j'ai essayé ma connaissance des procédés de narration, vu la connaissance d'un certain nombre d'expériences romanesques de certains écrivains, j'ai cherché à donner la parole à un objet qui n'a jamais pris la parole dans un autre roman, qui est le livre, tout Le livre. simplement. Voilà. Et c'est le livre qui va faire son testament, bien sûr, en essayant le maximum possible de lui donner ses propres caractéristiques, non pas le faire agir exactement comme un être humain, et ça c'est un risque d'ailleurs dans l'écriture de ce genre de roman, mais de tenter de lui laisser ses caractéristiques d'objet et ayant une histoire qui est différente de l'histoire d'un être humain, parce qu'un être humain est plus confiné dans le temps et dans l'espace. Et alors que le livre, on le trouve, il voyage, il est ici, il est ailleurs, etc. J'ai essayé de lui donner une vie. Donc, la connaissance ou bien le travail de la critique littéraire peut être à la fois euh, un handicap si on le Oui. laisse tuer en nous l'esprit de créativité, mais en même temps, on peut l'exploiter pour en tirer le meilleur. Autrement, il faut réconcilier entre les deux. Ou, ben, je dirais pas ça comme ça, c'est-à-dire c'est pas à réconcilier, c'est oui, mais prendre le meilleur de cela, ou alors sa casquette de critique ou d'universitaire au moment où on écrit, même si c'est pas toujours facile, après la remettre au moment où on va se consacrer à un travail universitaire. C'est-à-dire, grosso modo, il faut être conscient du fait que ce sont, même si dans les deux il y a le travail avec les mots, il y a le travail de la langue, ce sont deux activités tout à fait différentes, voilà, mais D'accord. qui communiquent. Vous avez évoqué tout à l'heure Testament d'un livre. Dans ce roman, vous avez évoqué les différentes menaces qui pèsent sur les écrits. Et cela me mène vers la question d'un abonné. On voudrait savoir, est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent sur votre écriture? Parce qu'il y a un abonné qui a posé la question suivante. Monsieur Baïda, est-ce que votre écriture a trouvé une large liberté pour s'épanouir fort bien?
Euh, liberté, enfin, oui, il y a pas de problème, il n'y a pas de, Il n'y a pas de j'ai menace. presque, voilà, il n'y a pas de menace de ce genre. S'il y a une menace, c'est tout simplement la menace que j'ai évoquée tout à l'heure, la menace de tout cet héritage qui est déjà là et qui empêche la création. Mais aussi dans le champ littéraire ou culturel en général marocain, la menace, c'est justement euh, le fait d'accorder, de ne pas accorder de l'importance à ce domaine, à la culture, à- à- aux livres. Donc le domaine de la culture, je prends le tout avec toutes ses composantes, que ce soit le théâtre, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma, que ce soit autre, la peinture également. Donc cet univers, ce domaine n'a pas encore mon sens, tout l'intérêt qu'on doit lui accorder dans notre société, soit par l'administration, soit par les officiels, que ce soit par le gouvernement, c'est-à-dire par exemple le budget de la culture actuelle. Voilà, et je ne vois pas que nous encourageons suffisamment la créativité, la création artistique, la création littéraire, la musique, par exemple, également. Donc là, ce sont des univers qui sont importants auxquels il faudrait accorder toute la place qui est la leur. Parce que je dirais, pour avoir une société qui est saine, qui est une société qui est responsable également, ben, c'est par ces moyens, c'est par la culture qu'on pourrait avoir cela. Mais en même temps, bien sûr, il faut, et ça c'est l'objection qu'on pourrait donner également, ou bien qu'on pourrait, à laquelle on pourrait penser, c'est qu'il faut un certain niveau de vie également pour amener les personnes à s'intéresser à la culture. Sinon, on va être enfermé dans le quotidien, dans les besoins de tous les jours, mais la culture va être considérée comme secondaire, quelque chose de superflu, etc. Et les gens vont tout simplement se contenter de focaliser sur le quotidien, c'est-à-dire la nourriture, le loyer, la santé, des choses comme ça. Et il faut intégrer la culture parmi ses composantes. On ne peut pas les dissocier ni les hiérarchiser. Voilà, donc s'il y a une menace, c'est beaucoup plus à ce niveau-là, à la place de la culture dans notre société. L'autre menace ou l'autre point ou l'autre challenge, le défi reste à l'intérieur de cet espace, c'est-à-dire ça reste à s'enfermer, et je dois m'enfermer, je dois travailler et faire en sorte euh, de me mettre à moi-même la contrainte pour dégager le meilleur. Voilà. D'accord. Ben, je sais que vous êtes novelliste, essayiste, romancier, mais je ne sais pas si vous êtes également peintre. Est-ce que vous avez essayé de faire de la peinture? Parce qu'il y a un abonné qui se demande si un peintre pouvait dessiner un paysage sans l'avoir jamais vu. Non, en fait, j'ai jamais fait de la peinture, mais la question est intéressante dans le sens où je suis pas forcément un peintre,
C'est-à-dire, est-ce que je pourrais écrire sur une chose que j'ai jamais vue? Bien sûr, c'est possible. Euh, D'accord. et, et- et bizarrement, paradoxalement, c'est quelque chose que une grande partie de notre société n'arrive pas à concevoir, c'est le fait de créer, D'accord. voilà, d'être dans la création. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de voir un paysage pour le mettre dans une œuvre d'art. L'exemple le plus banal, c'est par exemple les récits de science-fiction. Voilà. Oui. Les récits de science-fiction, ce sont des récits qui imaginent des situations, qui imaginent des univers qui ne sont pas encore dans le présent, qui peuvent être dans le futur. Oui. Et si on observe un petit peu ce qui se passe dans le paysage littéraire marocain ou même arabe, il y a très peu de récits de science-fiction. Oui. Très peu de récits de science-fiction parce qu'on reste trop attaché à ce qui est concret, à la réalité, et on se refuse la création. Edouard Saïd avait dit dans un livre de Dominique Hédé c'est que les sociétés arabo-musulmanes, peut-être, je crois, je ne me rappelle pas exactement de la formule, euh, pour lui, euh, ont un rapport avec l'univers artistique qui est un peu biaisé. Un rapport qui est soi-disant conflictuel parce qu'on ne se libère pas, parce que les sociétés arabo-musulmanes considèrent que seul Dieu est créateur. Et par conséquent, il y a une sorte d'autocensure et les gens se refusent d'être considérés comme des créateurs. Et par conséquent, ce qu'ils font, c'est reproduire tout simplement, et même reproduire, on sait tout, on connaît toute la polémique qui existe autour de l'image, par exemple, déjà dans la reproduction et encore plus dans la création. Mais bien sûr, et là je continue ma réponse à la question, le fait de parler, de peindre un univers qu'on ne connaît pas, bien sûr, déjà chez les Grecs, tout ce que nous avons dans l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des paysages, des univers qui n'ont rien à voir avec la réalité. Euh, la descente aux enfers, personne n'a jamais été dans les enfers, enfin jusqu'à preuve du contraire. Et pourtant, nous retrouvons ça dans des textes de création. D'accord. Une autre question qui va peut-être ouvrir une autre piste de discussion. Brahim Stet a posé la question suivante. Le romancier est-il un historien euh, où s'entrelacent l'histoire et la littérature? Est-ce que le romancier est un historien? Non, le romancier n'est pas un historien. Un historien a, disons, un ensemble de contraintes qui l'oblige à être dans l'objectivité, qui l'oblige également à avoir une preuve concernant un événement, concernant un fait social ou politique, etc. Par contre, un romancier a la liberté de combler parfois les lacunes que représente l'absence de documents historiques, etc. C'est-à-dire il y a des romans historiques, ou qu'on appelle historiques, mais dans lesquels
le romancier a pris toute la liberté pour la création et pour compléter un tableau qui ne peut qu'être incomplet dans le travail d'un historien. Ceci dit, il y a des travaux très intéressants, parfois qui font la jonction entre l'histoire et la littérature. Et là, je donne à Brahim ces deux volumes, par exemple, qui relèvent un petit peu de ça. Ça, c'est les actes d'un colloque auquel j'avais participé au Caire et qui s'intitule Écrire l'histoire de son temps et après Histoire et fiction dans les littératures, histoire et fiction. Dans ces deux volumes publiés chez l'Harmattan et qui ont été dirigés par Richard Jacquemont, euh, il y a un travail très intéressant auquel ont participé certains historiens et certains critiques littéraires, certains universitaires, et qui ont justement analysé ces points de convergence, de divergence entre l'histoire et la littérature. D'accord. Nous avons eu également quelques commentaires par rapport à ce que vous venez de dire, non pas seulement des questions. Oui. Il y a un abonné qui dit que l'écriture est une peinture et si l'écrivain maîtrise bien sa narration, sa description, il sera un créateur d'un beau tableau. Oui, tout à fait, oui. Ça rappelle aussi Oui, ce que oui. vous venez de dire. Il y a un autre abonné qui a écrit, il faut avoir une volonté. Pardon, juste, je reviens à ce rapport entre l'écriture La et peinture. la peinture, parce que c'est très intéressant. Un des problèmes, des endroits où se situe la difficulté de faire le travail de la peinture dans l'écriture, c'est que c'est dans la réception également. C'est dans la réception, c'est-à-dire au moment où on aura terminé le livre et qu'on l'offre au lecteur. Et la réception ne se fait pas de la même façon quand on est face à un livre et quand on est face à un tableau. L'avantage d'un tableau, c'est que le tableau, on le reçoit dans sa globalité, dans sa totalité, dès le premier coup. On le voit. Alors que le texte écrit, on doit tourner les pages et on le reçoit à petite dose. Donc, il y a ce contact qui est faussé. Donc, l'image ne peut être complète qu'à la fin de la lecture. Alors qu'un tableau, on est face à un tableau et ne frappe carrément. Voilà, il ne D'accord. frappe, on le voit, on est soit choqué, soit déjà l'impression est là dès le début. Par contre, avec l'écriture, c'est assez difficile dans le sens où on le reçoit à petite dose et aussi tout l'environnement qui accompagne de la lecture influence également notre lecture. S'il y a trop de bruit, s'il fait chaud, si on n'est pas bien, si on n'a pas bien dormi, etc. Toutes ces composantes influencent. Une influence qui n'est pas tout à fait pareille quand il s'agit d'admirer un tableau. OK. Un autre commentaire, un abonné qui a commenté ce qu'on venait de dire. Il faut avoir une volonté ferme si on veut concrétiser ce à quoi on aspire, que ce soit le culturel, le financier ou même le spirituel. Ben oui, il faut avoir une volonté ferme dans la vie en Oui, tout à général. fait. On est d'accord. Euh, une autre question. Quelle appréciation faites-vous sur le lectorat marocain et notamment celui d'expression française?
Ah, Euh, vous êtes invité à nous donner votre appréciation. C'est un peu, c'est un peu gênant. ah non, non, pas du tout. Bon, c'est pas que c'est gênant, c'est que c'est mitigé, dans le sens où c'est difficile d'avoir le feedback du lecteur. Souvent, dans les rencontres que nous organisons, que ce soit à l'Institut français, que ce soit ailleurs, on a souvent affaire à des gens qui viennent pour découvrir un livre, un roman. Euh, un lectorat qui a déjà fait l'expérience de la lecture, qui connaît déjà le texte et qui vient en discuter. D'accord? D'accord. À l'exception, bien sûr, de personnes qui travaillent sur les textes, un lectorat, etc., qui est, euh, qui est ce type de lecteur averti, c'est-à-dire les étudiants, les critiques littéraires, etc., qui ont un autre avec les textes. Mais il faudrait quand même signaler également un autre aspect en rapport avec la lecture au Maroc, notamment, mais également dans d'autres endroits, c'est que certains lecteurs sont par des lectures qu'on leur a servi pendant des années. C'est-à-dire, Ouais. par exemple, et moi je pense essentiellement à ces lectures du 19e siècle, aux romans réalistes, à Balzac, Zola, Flaubert et compagnie, qui sont les lectures principales scolaires et universitaires. Or, ce sont des récits générales qui sont linéaires, qui ont une vision ou un rapport avec la réalité ils sont très ancrés dans la réalité, et donc ça crée chez le lectorat des réflexes de lecture qui sont un peu figés, c'est-à-dire à partir du moment où où un lecteur ouvre un roman, un récit, et cherche quel est le personnage principal, où est l'intrigue, où est la chute, le dénouement, etc. Alors que la littérature est beaucoup plus vaste que cela. J'enseigne avec les S6, peut-être qu'il y en a quelques-uns ici, la littérature contemporaine. Donc la littérature contemporaine n'a plus rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de, disons, de non-respect de toutes ces traditions, de ces normes qui ont été instaurées au 19e siècle. Voilà, donc en ce qui concerne le lectorat, il faudrait aussi sortir des sentiers battus et s'ouvrir et chercher, parce que la littérature n'est pas enfermée, par exemple, dans ce qu'on nous a enseigné à l'école, pour faire aussi des recherches par soi-même et découvrir des récits qui sont en dehors du cadre scolaire et universitaire. D'accord. La plupart des abonnés font des commentaires ou posent des questions par rapport à la peinture. Ils disent que vous avez un sens artistique et cela, on peut le déceler facilement dans vos écrits. Et une abonnée a constaté que dans cette dernière publication, vous, vous faites allusion à Mona Lisa peut-être. C'est sa remarque. Elle se demande si c'est vrai. Tout ça, dans quelle nouvelle? Lady Verte se suicide. Non, j'avais pas pensé à Mona Lisa, non, pas du tout. Mais l'univers de la peinture, effectivement, c'est un univers qui m'intéresse. C'est évoqué avec
avec les djellabas vertes, mais c'est surtout dans Ascenseur pour l'échafaud. C'est là où un personnage, une femme, je mettais des couleurs sur une femme pour la décrire. Voilà. Donc c'est là où on voit un tableau dans Ascenseur pour l'échafaud. Oui, il y a cela. Donc la peinture sans m'intéresser directement à la peinture, je fais souvent ce rapprochement entre l'écriture et la peinture, mais également l'autre art qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi la musique. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour de tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à 42. On a dépassé d'un quart d'heure. Il y Bah, a c'est beaucoup c'est de un moment. commentaires et de questions. Je pense que les commentaires vont restent en principe, donc je pourrais à un autre moment continuer euh, à répondre aux questions. Ce sera avec grand plaisir. Mais On ce que je va, voudrais dire, on va c'est, ajouter une dernière question et après je vais vous donner la parole au cas où vous allez, voulez ajouter quelque chose. une dernière pour la route. Oui. Une dernière question pour conclure et pour faire plaisir à nos spectateurs. Alors, une question. Bon, c'est pas une question, mais c'est plutôt un commentaire et que vous pouvez par la suite le commenter, rectifier ou affirmer. Alors, je crois que la lecture d'un tableau de peinture ou d'un livre, il faut qu'il y ait un bon récepteur. Une toile dévoile certainement son charme, son message qu'on voit, mais c'est seulement quand on l'analyse qu'on comprend l'implicite. C'est la même chose pour un livre. Le récepteur doit être un lecteur avisé pour pouvoir regarder le tableau de peinture qui se tisse à travers les phrases et les mots de l'auteur. Voilà. Tout à fait, on est d'accord, effectivement, que ce soit la peinture ou bien les livres, c'est par la fréquentation de ces objets, que ce soit des livres, que ce soit des musées, le fait d'écouter la musique également, c'est par ces moyens qu'on peut éduquer nos sens et agir par rapport à la production artistique. Voilà, donc si j'ai un conseil à donner, c'est d'exploiter au maximum ce temps de confinement pour lire, pour écouter de la musique, pour visiter les musées, parce que pendant cette période de confinement, beaucoup de musées ont mis leur collection à la disposition des internautes. Et donc, pendant cette période, on peut partir, visiter les musées sur son ordinateur, voir parfois des explications relatives à des tableaux, écouter des conférences. Donc, c'est un moment qu'il faut exploiter pour s'enrichir. Est-ce que vous avez actuellement un projet d'écriture? En réalité, j'en ai plusieurs, hein. Donc, certains sont en ébauche, d'autres que je retouche. Voilà, donc il y a toujours des choses en instance. D'accord. Et vous allez rester dans le genre de la nouvelle ou bien vous allez retourner au roman? Non, ce sera plutôt un roman. Mais en fait, tout en travaillant sur les nouvelles, parce que ces nouvelles-là, je les ai il y a quelques années. C'est-à-dire, tout en travaillant sur un roman, je peux, à un moment donné, quand il y a l'idée d'une nouvelle qui vient, la consigner, ou la développer sans attendre à la fin. Il faudrait
bien sûr consacrer beaucoup plus de temps au travail quand on veut sortir un recueil de nouvelles. Là, ça demande autre chose pour harmoniser, pour également chercher les nouvelles qui sont proches sur le plan soit thématique, soit esthétique, pour assurer au recueil un minimum d'homogénéité. Je ne dirais pas que le recueil doit être complètement uni ou doit développer une thématique. Ça, j'aime pas les recueils qui ont une seule thématique, parce que justement, l'avantage d'un recueil, c'est de passer d'un univers à un autre, et le lecteur également a cette possibilité de passer d'un univers à un autre, et contrairement au roman où on est happé par un seul univers du début jusqu'à la fin. Donc il faut garder au recueil, ou du moins ça c'est comme ça que je conçois la chose, il faut garder au recueil de nouvelles sa diversité et sa variété. D'accord. Ben, de toute façon, au nom de toute l'équipe de l'Association française de Tétouan, je vous souhaite une très belle continuation. Bonne continuation et bon Merci. confinement également. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé ce Facebook Live aujourd'hui. S'il vous plaît, restez connectés à la page officielle de l'Association française de Tétouan pour connaître à temps toutes les activités que nous proposons. Sachez que nous tenons vraiment à garder le lien avec vous en cette période difficile. N'oubliez pas de prendre soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir déconfiné aujourd'hui. Ciao, ciao. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.